on va y aller directement. J'ai prévu de vous faire une petite série d'articles, un petit peu comme dans l'agenda politique, sauf que là, on va traiter d'une fonction et de quelque chose de constitutionnellement ancré et établi. Et pour ça, justement, rien de mieux que de commencer par définir ce qu'est le rôle du président de la République via l'interprétation de la Constitution. Et quoi de mieux pour comprendre la Constitution que de demander aux sages du Conseil constitutionnel. Hop, voilà. Si jamais, en fait, c'est un petit peu un conseil que je peux vous donner, quand vous avez des questions, quand vous vous posez des questions sur des éléments constitutionnels, le mieux, c'est d'aller directement sur le site du Conseil constitutionnel qui donne justement des conseils sur la Constitution, voilà, euh, et qui permet justement de bien souvent trouver des premiers éléments de réponse que vous pouvez ensuite compléter avec des recherches supplémentaires. Mais le site du Conseil constitutionnel, non seulement il est bien foutu, mais en plus il donne beaucoup de clés de base pour comprendre un petit peu euh, des éléments qui sont inscrits dans la Constitution. Déjà, justement, vu qu'on parle du Conseil constitutionnel, on va commencer par définir ce que c'est. Le Conseil constitutionnel... Voilà, je vais boire un coup. Le Conseil constitutionnel, c'est une instance qui fait partie donc des institutions de la République, qui rassemble des personnes et des personnalités qu'on appelle des sages. Ils sont nommés par trois personnes différentes. Et leur mission, c'est de voir si l'activité du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif sont bien conformes à la Constitution, c'est-à-dire le texte suprême qui régit notre pays, qui définit les institutions, comment elles fonctionnent, etc., etc. Tout ce qui est fait par le Parlement et le pouvoir exécutif doit être ce qu'on appelle constitutionnel, c'est-à-dire bien répondre aux critères de la Constitution. Sinon, le Conseil constitutionnel peut décider de censurer une disposition. Ça peut être une loi entière, plusieurs articles de loi, un décret, un règlement ou tout autre texte issu du gouvernement ou du Parlement. Donc c'est pour ça, son rôle, il est très important. Il permet justement de s'assurer qu'on est bien dans ce qu'on appelle un état de droit, c'est-à-dire où le droit sacralisé par la Constitution est bel et bien respecté et qu'on n'est pas dans une tyrannie d'une personne ou de plusieurs personnes. Poète, c'est le lurk Véro, Sanson, car je suis au taf, mais allez, on gonfle le chiffre. Bisous les gens. Grand merci à toi, Kimi, de venir en lurk. Voilà, je te fais des grands coucous pour te remercier pour ce lurk, c'est très gentil à toi. Bon courage à toi, je sais pas si, bah, du coup, il y a pas le son, mais bon courage à toi quand même, hein. Voilà, je t'envoie des encouragements. Tiens, je vais même te le dire. Hop. Voilà, comme ça, elle aura le message directement. Ça me fait bizarre de commenter mon propre chat. Bref, je digresse. Alors, donc, qu'est-ce que je disais? Donc, que le Conseil constitutionnel vérifie que toute l'activité de l'État soit conforme à la Constitution. Et donc, ça évite justement la tyrannie et la dictature, que ce soit d'un seul homme ou d'une assemblée. Ça évite, voilà, en fait, ça participe concrètement à ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs et à ce qu'elle soit effectivement respectée. Il y a personnes, 9 sages statutairement au sein du Conseil constitutionnel qui sont nommés à raison de 3 sages par le président de la République, 3 sages par le ou la présidente de l'Assemblée nationale et 3 sages par le ou la président du Sénat de la République.
Donc ils ont un mandat de 9 ans, et si je me souviens bien, il n'est pas renouvelable ou bien dans l'immédiat. Donc ça, ce sont les sages statutaires qui sont constamment, qui siègent constamment au Conseil constitutionnel. Il y a d'autres sages, entre guillemets, qui font partie du Conseil constitutionnel, même si ça c'est un peu remis en cause. Ce sont les anciens présidents de la République qui, de fait, ont droit de siéger au Conseil constitutionnel. Tous ne le font pas. Par exemple, François Hollande, Nicolas Sarkozy, qui sont d'anciens présidents de la République, ne siègent pas au Conseil constitutionnel. Emmanuel Macron a choisi lui aussi, à la fin de son second quinquennat, qu'il ne siégera pas au Conseil constitutionnel, et il prévoyait notamment une loi pour que justement cette instance, enfin pour que les présidents n'aient plus à siéger dans le Conseil constitutionnel, pour qu'ils soient véritablement indépendants, encore que ça peut être critiqué, on peut dire, l'indépendance du Conseil constitutionnel. Hmm. Donc, pourquoi on est sur le site du Conseil constitutionnel? Je vous l'ai dit, parce que le rôle du président de la République, sa fonction, sa modalité d'élection, son pouvoir et son cadre d'exercice de son pouvoir, est régi par la Constitution. Et donc, les sages du Conseil constitutionnel sont régulièrement sollicités pour rendre des arbitrages sur ce qui est prévu pour l'activité du président de la République, entre autres, mais pour bien d'autres. C'est c'est donc pour ça que j'ai choisi notamment cet article qui sera une sorte d'introduction, vous allez le voir, au rôle du président de la République. Donc on va voir stricto sensu la place que la Constitution fait au président de la République. Donc là je vous fais une citation et une imitation. Clé de voûte de notre régime. Charles de Gaulle, allocution radio-télévisée du 20 septembre 1962. Voilà, je vous laisse noter la qualité de mon imitation. Voilà, autant je suis pas doué pour imiter... qui est-ce que j'imitais hier? Je sais plus. Autant Charles de Gaulle, c'est plus facile à faire. Le président de la République occupe une place de tout premier rang au sein de la Constitution du 4 octobre 1958. C'est celle qui est actuellement en vigueur, amendée par des lois constitutionnelles. Mais voilà, c'est le texte initial tel qu'il a été prévu, voté et approuvé. Immédiatement après le titre 1 de la Constitution ayant pour objet la souveraineté, les articles 2 à 4, le titre 2 de la Constitution lui est consacré, les articles 5 à 19. Vous voyez, il y a un total de 14 articles qui permettent de définir le rôle du président de la République. En fait, ce qu'on appelle les titres de la Constitution, on pourrait appeler ça des chapitres. Chaque chapitre permet de définir un petit peu l'élément qui sera abordé dans la rédaction de la Constitution. Le titre 1, qu'on vient de voir, de la Constitution, elle a pour objet la souveraineté. En fait, elle permet de définir qu'est-ce qui fait partie de la République française sous sa cinquième forme. Donc, c'est-à-dire que la France est une république laïque, indivisible, ce genre d'éléments, que sa langue est le français, etc. Bah, si vous voulez, en plus, il me semble qu'ils sont pas très longs. Voilà, on a un préambule. Voilà, article 1er. Ah, vous voyez, c'est même avant, c'est dans l'article 1er. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Voyez? Et ensuite, on parle de la souveraineté de la République. La langue de la République est le français. L'emblème est le tricolore, le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge. L'hymne, la Marseillaise. La devise liberté, égalité, fraternité. Son principe, gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Voyez, tout ça, tous ces premiers articles, c'est ce qui permet de définir comment le squelette de la Cinquième République fonctionne. Comment est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui permet de dire qui fait partie de la France, et du coup, qu'est-ce qui n'en fait pas partie? Et donc, après le titre premier, qui parle donc du squelette de la République française, le titre 2, c'est le rôle du président de la République.
Et donc ça commence dès l'article 5 de la Constitution. Le président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure par son arbitrage, et c'est là que vous avez tous les deux raisons, Raiju et Bazar d'Effet, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. Donc déjà, rien que là, on a une mission très importante qui le place au-dessus des autres acteurs politiques prévus par la Constitution. En tant que tel, il n'intervient pas, mais il assure un arbitrage et il prend des décisions qui permettent d'assurer les pouvoirs publics et la continuité de l'État. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que le gouvernement puisse être nommé, que les assemblées puissent être en mesure de fonctionner et qu'elles soient en mesure de s'auto-administrer, puisque le président ne peut pas agir directement sur le rôle du Parlement, que ce soit Assemblée nationale et Sénat. Et par ailleurs, il organise aussi, il rend des arbitrages aussi qui permettent au pouvoir judiciaire, aux juges et magistrats, de pouvoir exercer leur mandat, leurs fonctions au quotidien. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Ça, encore une fois, c'est quelque chose de très important et très inhérent à la fonction du président de la République, hein. Vous voyez qu'il a plus une fonction de représentation, à la fois nationale et internationale, pour faire valoir un petit peu le rôle de la France, que ce soit à l'intérieur de ses frontières, comme à l'extérieur de ses frontières. Et que donc si l'intégrité de la France se retrouve menacée, c'est le président de la République qui doit faire en sorte de rétablir son intégrité et notamment aussi de faire respecter les différents traités internationaux qui lient la France aux autres pays, que ce soit les traités au sein de l'Union européenne ou bien avec d'autres ensembles. Ça peut être l'OTAN puisqu'on en fait partie, ou bien les traités commerciaux ou les traités internationaux comme celui qui régisse le fonctionnement de l'ONU, l'organisation nationale. euh, Tiens, je sais même plus ce que ça veut dire, ONU. Organisation des Nations Unies. Oups! Voyez, comme quoi ça fait toujours bien de réviser un petit peu. Est-ce que ça va toujours pour vous? Est-ce que c'est bien clair? Est-ce que pour l'instant, ce premier article de la Constitution vous semble clair? Pour l'instant, je fais vraiment dans le théorique, et dans le factuel en même temps, pour ensuite parler de l'actualité politique. Mais je préfère une approche, on va dire un petit peu empirique, qui consiste d'abord à définir les termes, pour ensuite voir un petit peu en application ce que ça donne au quotidien, et notamment avec les actualités actuelles, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est toujours bon pour vous? N'hésitez pas à le dire. S'il y a besoin de quoi que ce soit, je fais une pause pour prendre le temps d'expliciter. Voilà, faut pas hésiter à, à m'interrompre, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment le cas. Faut surtout pas hésiter à utiliser le chat qui est là pour ça. Au pire, je reprends pas tant que j'ai pas un message dans le chat. Voilà, comme ça vous êtes bien baisés. Vous me direz moi aussi, donc voilà, on est tous baisés, hein. Ah, je digresse. Bon, écoutez, il n'y a pas de message dans le chat. J'ai envie de dire qui ne dit mot consent, mais j'aimerais bien, surtout si vous avez l'occasion de vous entendre dans le chat, voilà, ça me donne moins l'impression d'être seul face à mon micro. Voilà, si vous en avez l'occasion, hein, bien sûr, parce que j'ai pas envie d'être dans un monologue permanent. C'est plus sympa si on dialogue et si on échange euh, sur, euh, sur ce qu'on voit ensemble. Donc je reprends, mais surtout n'hésitez pas à intervenir dans le chat, hein.
directement élu par le peuple, ce qui fera l'enjeu de la première partie de cet essai, le président de la République dispose d'importants pouvoirs, et ça c'est la deuxième partie de cette note. Donc, première partie, le président de la République est élu directement par le peuple. Et ça, c'est une disposition qui tranche avec les précédentes républiques qu'on a eues, et c'est ce qui fait un petit peu la spécificité de la Ve République. Initialement, l'article 6 de la Constitution prévoyait que le chef de l'État était élu par un collège électoral. Effectivement, lorsqu'elle a été promulguée, la Ve République ne prévoyait pas que le président soit élu directement par l'ensemble des citoyens, tel que c'est aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le suffrage universel direct. Pourquoi universel? C'est que tout le monde est enfin, toute personne inscrite sur les listes électorales est en mesure de voter. Et direct, c'est-à-dire qu'en fait, notre vote permet directement d'élire la personne à une élection. À ne pas confondre avec d'autres types de scrutins. Donc, y a des scrutins qui ne sont pas universels, même si ça l'est moins aujourd'hui, voire même plus du tout. Il me semble que tous les scrutins sont universels. Dans la Ve République, hein, j'entends en France. Par contre, certaines élections peuvent être indirectes, c'est-à-dire qu'on va voter pour des personnes qui, à leur tour, vont former un collège qui va élire les personnes concernées. C'est notamment le cas des sénateurs dans la Ve République qui ne sont pas élus directement par nous, mais qui sont élus par un collège de grands électeurs qui sont composés notamment des maires, des présidents de départements, des présidents de régions, et ce sont eux, en fait, qui votent pour élire les sénateurs au Sénat. Donc en tant que tel, nous, quand on choisit nos représentants dans les collectivités locales, donc dans les mairies, dans les départements et dans les régions, techniquement, on participe indirectement à l'élection des sénateurs, et c'est pourquoi on l'appelle un scrutin universel indirect. Voilà. Donc c'était effectivement le cas pour le rôle du enfin pour l'élection du président de la République en 1958. On votait pour élire un collège qui à son tour choisissait la personne qui devenait présidente de la République. Mais ce n'était pas les Français qui votaient directement pour le président de la République. En revanche, en 1962, le général de Gaulle engage une révision constitutionnelle modifiant cet article 6 afin de prévoir l'élection du président de la République au suffrage universel direct. Le 28 octobre de la même année, le peuple français se prononce en faveur de cette révision constitutionnelle. Donc c'est une révision qui a été soumise par référendum aux citoyens. C'est-à-dire que le président, euh, le général de Gaulle, je crois pas qu'il était président d'ailleurs à ce moment-là, j'ai un doute. Si, je crois qu'il était président, mais que ça lui plaisait pas, il voulait être élu directement par le peuple. Bah oui, oui, puisque c'est lui qui a appelé le référendum. Il a soumis son texte devant les Français en disant vous allez voter, est-ce que vous voulez de cette nouvelle version de la Constitution, cette révision constitutionnelle? Le référendum, c'est quand une instance demande aux citoyens de se prononcer pour ou contre un texte de loi. Voilà, et donc ça permet généralement, si le pour l'emporte, de le valider en l'état. Voilà, donc ça a été notamment le cas avec la révision constitutionnelle de 1962. Il y a eu d'autres référendums, je les ai plus en tête. Tiens, si vous avez des exemples de référendums, tiens, je suis curieux de voir ceux qui vous viennent en tête. N'hésitez pas à les mettre dans le chat, ça me permettra moi aussi de me rafraîchir la mémoire. Parce que là, comme ça, je sais qu'il y en a eu plein, qu'il y en a plus beaucoup. En tout cas, moi, de mon vivant, je n'ai jamais vu de référendum organisé en France, mais il y en a eu beaucoup dans les premières heures de la Ve République. Donc, je vous en prie, rafraîchissez-moi la mémoire dans le chat en me citant des exemples de référendums euh, pendant la Ve République. Donc la légitime... Ah, salut Guillaume.
Coucou de la pause, j'espère que ça va, j'ai encore 2 heures à tenir et après, fini ma journée de mort. 8 heures de cours à donner. Ah oui, c'est vrai que tu m'avais dit que c'était la journée du mardi, ta pire journée. Eh ben écoute, moi ça va, j'espère que tu tiens aussi et que tu t'accroches. Je sais pas si tu m'entends, voilà, mais du coup, voilà. Je t'encourage pour tes 2 dernières heures de cours. Tu vois, c'est ce que j'étais en train de me dire avec le café normand tel que je le prévoyais. C'est un petit peu faire un petit peu toi ce que tu pourrais faire dans le cadre de tes cours d'éducation morale et civique. Je me dis c'est un petit peu pareil puisqu'on fait de la pédagogie sur des éléments civiques. Donc je me dis il y a, il y a un lien de similitude, je trouve. Donc j'en étais où? Ah oui, la légitimité du président en sort évidemment renforcée. D'ailleurs, il y a des constitutionnalistes qui considèrent que, en fait, la réforme constitutionnelle de 1962 n'aurait pas dû être soumise à référendum, puisque justement la Constitution n'autorise pas les révisions constitutionnelles par référendum. Ça, c'est une autre discussion, on l'aura peut-être un jour. Du reste, à la différence des députés, également élus au suffrage universel direct, sa circonscription, c'est la France, citant Valéry Giscard d'Estaing dans son allocution du 27 janvier 1978. Donc là, ce n'est plus un scrutin indirect, ça devient un scrutin universel direct. Et à partir de 1962, le président de la République est élu par l'ensemble des citoyens euh, au suffrage universel direct sur l'ensemble de la France. Voilà donc pour le type d'élection du président de la République, du type de scrutin. La durée du mandat présidentiel est de 5 ans depuis la révision constitutionnelle du 2 octobre 2000 et le nombre de mandats consécutifs est limité à 2 depuis la révision constitutionnelle du 23 janvier 2008. Chose intéressante, effectivement, la Constitution a pas mal changé. Initialement, le président de la République était élu pour 7 ans, ce qu'on appelle un septennat. Maintenant, ce n'est plus que 5 ans depuis 2000, donc le président fait un quinquennat. Donc il faisait son mandat pendant 7 ans, et il me semble qu'il n'y avait pas de limite avant 2008 de nombre de mandats consécutifs. Donc, donc concrètement, ce paragraphe dit que le président de la République, là actuellement, il est élu pour une durée maximale de 5 ans, après quoi il doit se représenter devant le scrutin des Français, et il ne peut le faire qu'une seule fois, puisqu'il ne peut avoir que 2 mandats consécutifs. Ce qui est actuellement le cas de notre président Emmanuel Macron, qui a été élu une première fois en 2017, il a fait un premier quinquennat, il a été réélu une seconde fois en 2022, et nous sommes dans son second quinquennat, qui se terminera en 2027. Et peu importe ce qu'il se passe, la Constitution l'interdit de se représenter. Eh ben, disons, une vague de soutien pour Guillaume dans ce chat. C'est bien, mais effectivement, voilà. Prof est un métier difficile, surtout quand on enchaîne des journées de 8 heures de cours. C'est pas les journées les plus faciles. Mais du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, voilà. En 2027, lorsque le mandat d'Emmanuel Macron se terminera, il aura interdiction formelle de se présenter une nouvelle fois à une élection, du moins en 2027. Il pourra se représenter plus tard s'il le veut, mais il faut d'abord qu'un autre président soit élu avant qu'il puisse se représenter. Si jamais il décidait malgré tout de se représenter, c'est là justement qu'en fait, entre autres, se situe le rôle du Conseil constitutionnel. Kimi est une prof zouze, fan de prof. Mais en même temps, c'est vrai qu'ils font un boulot que même moi, je me sens bien incapable de faire. Et pourtant, je suis formateur de métier, hein. Voilà. Mais voilà, j'ai un monde de travail bien différent de celui qu'est le monde des profs. Mais donc, disais-je, si jamais Emmanuel Macron voulait se représenter en 2027, plus qu'une heure et demie à peu près pour moi, et ben force à toi Kimi, c'est bientôt la fin.
Donc si jamais Emmanuel Macron voulait se représenter en 2027 et qui disait quand même, eh ben, je me représente pour être élu, le Conseil constitutionnel censurerait sa candidature et donc il ne pourrait pas, fan de prof, je sais pas, j'irai pas jusque-là, mais tout de même, oui, effectivement, on peut néanmoins féliciter les profs pour leur abnégation et leur travail au quotidien dans des conditions de plus en plus précaires et délétères. Donc il serait automatiquement censuré par le Conseil constitutionnel, donc il ne peut pas se représenter. Par contre, si jamais il le veut en 2032, une fois que son successeur aura fait son mandat, il aura le droit de se représenter. Et là, à nouveau, il pourra faire 2 mandats consécutifs maximum. Voilà. Donc voilà pour ce qui est du mandat et de la limite de mandat. Les règles relatives à cette élection présidentielle sont précisées à l'article 7 de la Constitution et par l'article 3 de la loi organique, blablabla, relative à l'élection du président de la République au suffrage universel. Ça, ce sont voilà deux éléments qui permettent de dire comment est-ce qu'on organise une élection présidentielle, avec quel calendrier, sauf si 49.3 MDR, ok j'exagère. Bah non, même si, enfin, techniquement, il n'y a pas de 49.3 pour l'élection du président de la République, puisqu'en fait, pour que le nombre de mandats soit modifié, il faudrait qu'il y ait une révision constitutionnelle qui soit présentée devant le Parlement. Et en fait, cette révision constitutionnelle ne peut pas être approuvée par 49.3. Les députés et sénateurs sont obligés de voter sur cette loi, donc le gouvernement ne peut pas engager sa responsabilité devant le gouvernement. Donc ça là-dessus, ça vient vraiment du fait des députés et des sénateurs réunis en congrès de modifier la Constitution. Donc ça là-dessus, nous sommes tranquilles vis-à-vis de l'article 49 alinéa 3. Mais donc, disais-je, voilà, ces 2 articles de lois différentes disent un petit peu comment on organise une élection. En fait, ça précise notamment que la liste des candidats, elle doit être connue au plus tard tant de jours avant la date de l'élection, que pour être candidat, il faut recueillir les parrainages de 500 maires. Ils en seraient capables, les Sagouins? Ben non, justement, en fait, c'est là où en fait le Conseil constitutionnel a tout son rôle et toute son importance. C'est que si jamais il y avait un coup de force qui était tenté par le gouvernement ou le président de la République, ce serait automatiquement censuré par le Conseil constitutionnel et donc considéré comme caduc. Donc ça là-dessus, notre Constitution garantit que le président tout seul, le gouvernement tout seul, n'a pas le droit de procéder à une révision constitutionnelle de leur propre chef et sans en demander l'autorisation au Parlement. Et quand bien même, parce qu'il y a des dispositions spéciales dans la Constitution, on le verra, qui permettent au gouvernement et au président d'absorber finalement, on va dire, le pouvoir législatif et en fait de créer la loi et de l'appliquer via décret, et bien même une révision constitutionnelle ne peut pas être décidée par décret. C'est obligatoirement c'est exclusivement, dans le sens où ça exclut toutes les personnes, toutes les institutions qui ne sont pas concernées, la révision constitutionnelle est une compétence exclusive du Parlement. Donc ça là-dessus, la Constitution, elle verrouille bien cette prérogative-là pour éviter que n'importe qui fasse n'importe quoi justement avec la Constitution, qui est vraiment notre texte fondateur, notre loi suprême qui régit notre fonctionnement au quotidien. Donc le président de la République, via ces deux lois-là, pour être candidat, doit réunir les parrainages de 500 maires avant une date précise, donc avant l'expiration des 5 ans de mandat, que du coup il y a un premier tour qui est organisé et que le président peut être élu s'il recueille la majorité absolue des voix au premier tour, c'est-à-dire si plus de 50% des personnes votent pour un candidat au premier tour. Si jamais ce n'est pas le cas, on organise un second tour 2 semaines plus tard. Ça, c'est régi dans ces lois-là. On ne peut pas toucher à ce calendrier là. Et du coup, on prend les 2 meilleurs scores
et les deux candidats en lice pour le second tour, cette fois, ont choisi celui qui a la majorité relative, c'est-à-dire celui qui fait le meilleur score par rapport à l'autre. Je dis ça parce que du coup, notamment, le général de Gaulle arrivait à cet exploit que d'être élu à l'élection présidentielle au premier tour en 1962, en faisant plus de 50% des voix. Il y a toujours le petit débat de qui c'est qui c'est qui prévaut entre le droit constitutionnel et le droit communautaire. Mais bon, je digresse. Eh ben, Grèce pour tout le monde, voilà. Alors, j'ai envie de dire que ce débat, il est classé. En fait, le droit européen est supérieur au droit constitutionnel. Néanmoins, le droit européen n'a aucune prérogative sur les révisions constitutionnelles. Ce sont des compétences propres aux États. Un jour, je ferai justement de la pédagogie sur les institutions européennes, leur pouvoir et comment ça s'articule vis-à-vis des nations constitutives de l'Union européenne, mais les révisions constitutionnelles ne sont pas une compétence, qu'elles soient propres ou partagées, de l'Union européenne. Donc, c'est chaque État organise ses révisions constitutionnelles comme il le veut. Donc ça là-dessus, c'est une compétence propre des États. Encore une fois, ça là-dessus, nous sommes protégés par la Constitution. Néanmoins, si jamais demain, oula, la cam est toute floue, mise au point, ouais voilà. Néanmoins, si demain la Commission européenne il est censé être constitutionnel, mais bon, va te conformer à 27 constitutions. Bah, c'est pour ça qu'en fait, il y a une différence entre les compétences propres, les compétences partagées et les compétences exclusives de l'Union européenne. Il y a des compétences propres qui sont propres à chaque État, donc qui s'organisent comme ils le veulent. Il y a les compétences partagées qui sont à la fois propres aux États et en même temps propres à l'Union européenne qui trouve un terrain d'entente pour appliquer une partie du droit à l'échelle européenne. Et enfin, il y a des compétences exclusives de l'Union européenne où là, c'est l'Union européenne via sa commission et son parlement qui font foi sur un certain nombre de prérogatives et de missions. Voilà, mais effectivement, on se garde ça pour une prochaine fois parce que le droit européen, effectivement, il y en aurait pour des heures et des heures à en faire du commentaire. Là-dessus, sur les institutions de la République française, c'est une compétence propre de la Ve République et c'est une compétence propre en termes de révision du Parlement. Voilà, donc là-dessus, nous sommes protégés à ce niveau-là. Donc voilà un petit peu. Deuxième point donc de cet article du Conseil constitutionnel, l'importance des pouvoirs du président de la République. Donc là on a vu un petit peu qu'est-ce qu'il pouvait faire techniquement et comment on le nomme. À présent on va voir, une fois qu'il est nommé, qu'est-ce qu'il a le droit de faire en vertu de la Constitution. Le Conseil constitutionnel nous dit que deux types de pouvoirs présidentiels peuvent être distingués. Le chef de l'État dispose de pouvoirs propres. Il s'agit de pouvoirs qu'il exerce seul, c'est-à-dire sans la signature du Premier ministre et des ministres. Ces pouvoirs sont limitativement énumérés par l'article 19 de la Constitution, c'est-à-dire nommer le Premier ministre, article 8, soumettre un projet de loi au référendum, article 11, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, exercer les pouvoirs exceptionnels, communiquer avec le Parlement, saisir le Conseil constitutionnel d'un engagement international ou d'une loi, et nommer 3 de ses membres ainsi que le président du Conseil constitutionnel. Donc tout ça, l'ensemble de ces prérogatives qu'on vient de voir, c'est ce qu'on appelle la compétence exclusive du chef de l'État, pour lequel il a le droit d'agir en pilote automatique sans avoir à consulter son gouvernement. La question finalement ne se pose pas trop quand le président de la République... Je me suis tellement bouffé tout ça pendant mon année d'IPAG, c'est loin maintenant. Qu'est-ce que c'est IPAG? Merci. Ah bah c'est bien, tu lis dans mes pensées. Prépare au concours administratif de la fonction publique. Ah, ok, ça marche. Oh, oh là là.
Eh ben, il y en aurait des choses à dire. Bah, un jour, je vais t'appeler en stream en tant que consultante pour venir corroborer mes propos. Kimi, Kimi, la spécialiste. Donc, disais-je, tout ça, ce sont les compétences propres du président de la République sur lequel il peut agir tout seul, euh, bien sûr, toujours conformément à la Constitution, puisque justement c'est la Constitution qui l'autorise à faire tout ça. J'ai fait ça une année, j'ai dit plus jaja. Ok, ça, déjà, le monde des prépas, ça a l'air quelque chose de formidable, hein. De tous ceux que j'en ai entendu parler, enfin que j'ai connus, qui étaient passés par des prépas que j'ai connus, me disent bien que c'est un truc que plus jamais ils veulent refaire, quoi. Qu'ils ont souffert, que ça leur a apporté, mais que plus jamais ils refont. Donc on a les compétences propres du président et à côté de ça on a tous les autres pouvoirs du chef de l'État sont des pouvoirs partagés, c'est-à-dire des pouvoirs soumis au contre-seing du Premier ministre et, le cas échéant, des ministres responsables, soit ceux qui préparent et appliquent les actes du président. Donc, en gros, il s'agit par exemple de la nomination des ministres, où là, du coup, le président est obligé de consulter son Premier ministre, ou de la signature des ordonnances et des décrets délibérés en Conseil des ministres, où là il est obligé de consulter et le Premier ministre et les ministres qui sont concernés des différents ministères sur lesquels le décret s'applique. T'apprends plein de trucs cool. Ah oula, t'apprends plein de trucs, c'est cool, mais perso j'ai tout oublié. El famoso contre-seng. Moi, quand je vois ça, j'ai toujours envie de dire contre-seng. Avec l'accent de Marseille, peu cher. Ah là là. Donc vous voyez que le chef de l'État a une certaine marge de manœuvre, mais qu'il doit composer à la fois avec le Parlement et son propre gouvernement. C'est quelque chose à prendre en compte, notamment lorsque le gouvernement est d'une couleur politique différente de celle du président. Comme ouais, j'allais dire comme on a actuellement, pas vraiment, puisqu'on attend toujours la composition du gouvernement à ce jour, voilà. Néanmoins, voilà, dans le cadre de ce qu'on appelle une cohabitation, c'est-à-dire où le gouvernement est d'une couleur politique et que le Parlement, enfin l'Assemblée nationale surtout, est d'une autre couleur politique, le gouvernement et le président ne sont pas de la même couleur politique et donc ils n'ont pas les mêmes intérêts. C'est pour ça que du coup, leurs décisions peuvent se marcher dessus, si je puis dire. Et du coup, pour ça, ça nécessite de se mettre d'accord. Et c'est pour ça que sur certaines décisions, il y a besoin du contre-seng euh, du Premier ministre et des ministres pour éviter de donner tous les pouvoirs du pouvoir exécutif au président de la République. Si les pouvoirs propres peuvent être exercés par le président, quelle que soit la conjoncture politique du moment, y compris donc en période de cohabitation, les pouvoirs partagés supposent un accord entre le chef de l'État et le chef du gouvernement. En période de concordance des majorités présidentielles et parlementaires, le chef de l'État, qui préside le Conseil des ministres selon l'article 9 de la Constitution, il joue un rôle déterminant dans l'exercice de ses pouvoirs partagés. Effectivement, puisque, comme le dit le Conseil constitutionnel, le président de la République préside le Conseil des ministres. Et donc c'est lui qui va donner les grandes orientations qu'il souhaiterait mettre en œuvre dans le cadre de son gouvernement. Donc c'est pour ça que du coup les compétences partagées dépendent de si le gouvernement est dans la même couleur politique ou bien dans une situation de cohabitation. Donc tout ça pour éviter justement de donner les pleins pouvoirs, enfin, au président de la République, sachant que il peut avoir des pleins pouvoirs d'exception selon l'article 16 de la Constitution, mais que cela s'exerce dans un cadre très précis. Voilà, est-ce que ça va toujours pour vous? Est-ce que vous avez compris un petit peu
Grosso modo, là c'est une application, enfin une lecture bête et méchante de la Constitution, hein, qui reste très théorique. On va voir petit à petit en application ce que donne le rôle du président de la République dans les faits, mais est-ce qu'au moins sur la partie théorique, vous avez un petit peu compris les tenants et les aboutissants de la fonction de président de la République? Est-ce que j'ai été clair ou bien est-ce que j'ai besoin de reformuler euh, une ou plusieurs informations? Voilà, n'oubliez pas, je suis à votre disposition, donc n'hésitez pas à me le signaler. En attendant, je vais reboire un coup parce que mes cordes vocales commencent déjà à déraper. Hum, 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 hum. Bon, pas de question particulière. Je considère donc que c'est compris. Je vous ai compris. Voilà. Et on va pouvoir avancer. Alors ça c'est la Constitution. Hop. Plus précisément, donc, un autre article du Conseil constitutionnel qui parle du partage des pouvoirs entre le président et le président de la République et le Premier ministre. Donc j'ai choisi cet article aussi parce que on parle d'un terme de sciences politiques que vous pouvez recaser pour justement préciser et faire comprendre vos propos. On parle dans ces cas-là d'un exécutif bicéphale, c'est-à-dire que bi ça veut dire deux et céphale c'est la racine grecque, il me semble, céphalos, qui renvoie à la tête. C'est-à-dire que l'exécutif a deux têtes. Les pouvoirs sont partagés, comme on l'a vu, entre le président et le Premier ministre. Donc c'est l'occasion de dire, lorsqu'on vous pose des questions, et de marquer des points, de dire que sous la Ve République, l'exécutif est bicéphale. Vous pouvez par exemple dire aussi, du côté du pouvoir législatif, avec une Assemblée nationale et un Sénat, donc deux chambres, que le pouvoir législatif est bicaméral. Bi encore une fois deux, et caméral qui renvoie à la chambre selon la racine latine. Donc c'est-à-dire que le pouvoir législatif est organisé selon deux chambres qui se partagent des pouvoirs. Donc, concrètement, on peut définir la Ve République comme un exécutif bicéphale et un législatif bicaméral. Un exécutif à deux têtes et un législatif à deux chambres. Voilà, c'est l'occasion de vous donner, si vous ne le saviez pas, un peu de vocabulaire technique de sciences politiques qui vous permet de comprendre. On dit bicéphale, mais on peut dire aussi monocéphale, avec une seule tête. Mettons si on parle de l'exécutif, lorsque le pouvoir exécutif est géré par une seule et même personne. Ou on peut encore rajouter d'autres céphales finalement. Ça peut être tricéphale, quadricéphale, etc., etc. Voilà. Et pareillement avec le caméralisme. On peut avoir un monocaméralisme, une seule chambre qui prend les décisions. C'est le cas par exemple en Allemagne, le Bundestag, qui est le Parlement allemand, le pouvoir, enfin, applique le pouvoir législatif au sein d'une seule chambre. Donc ce qui fait que nous avons un Parlement monocéphale. Bref, je digresse, mais c'était l'occasion de dire ça. Je regarde si il y a des choses supplémentaires qui n'ont pas été dites par rapport au premier article du Conseil constitutionnel. Ah voilà, ça c'est intéressant. L'article 5 de la Constitution confère au président de la République un rôle d'arbitre.
Donc c'est-à-dire de se situer au-dessus des institutions, de ne pas intervenir dedans, mais de privilégier certaines dispositions par rapport à d'autres. Alors que l'article 20 de la Constitution prévoit que, je cite, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Pourtant, sur ce point, la Constitution n'est véritablement appliquée à la lettre qu'en période de cohabitation, c'est-à-dire qu'en période de concordance des majorités présidentielles et parlementaires, soit la plupart du temps, c'est bien davantage le chef de l'État que le gouvernement qui détermine la politique de la nation. Effectivement. Donc, pour reformuler ce que dit le Conseil constitutionnel, lorsqu'on est en période de concordance, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale et le président de la République sont de la même couleur politique, ça permet d'avoir un gouvernement qui est de la même couleur politique que ces deux institutions-là. Et donc, de fait, dans cette situation, bien davantage, c'est le président de la République qui exerce le pouvoir du gouvernement euh, euh, par rapport aux missions prévues stricto sensu dans la Constitution. En revanche, en période de cohabitation, c'est-à-dire quand le président de la République est d'une couleur politique et que l'Assemblée nationale et le gouvernement sont d'une autre couleur politique, là, c'est davantage le Premier ministre qui conduit la politique de la nation et donc qui prend les décisions, à savoir quelle loi on organise, quel décret on prend et donc quelle direction on donne au pays. Dans ce cas-là, en fait, le président a vraiment un rôle d'arbitre, de savoir sur l'ensemble des décisions prévues par ce gouvernement de cohabitation, lesquelles semblent être, selon lui, prioritaires et lesquelles le sont un peu moins. Par ailleurs, si le président de la République est le chef des armées et préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale, qui est aussi une compétence euh, propre, on va dire, du président, le Premier ministre est responsable de la défense nationale, tandis que le gouvernement dispose de la force armée. Vous voyez que même là-dessus, sur ce qu'on appelle la défense au sens large, cette mission-là est répartie entre trois personnes. Là, on est sur une mission tricéphale, puisque le président de la République est le chef des armées, c'est-à-dire que les généraux de l'armée rendent compte au président de la République et le président de la République dirige les généraux qui à leur tour dirigent leur corps d'armée. Le Premier ministre prend les mesures pour organiser la défense nationale. Et le gouvernement, c'est lui qui dispose de la force armée, donc la capacité de pouvoir lever les armées. Donc vous voyez que là-dessus, c'est réparti entre le président de la République, le Premier ministre, et en tant que tel, le ministre de la Défense, ou bien le ministre des Armées, en fonction de comment il est appelé. C'est d'ailleurs le gouvernement qui informe le Parlement de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard 3 jours après le début de l'intervention. En pratique, et même en période de cohabitation, le rôle du chef de l'État en matière de défense est toutefois prédominant. Encore une fois, c'est lui qui va donner les grandes orientations, charge au gouvernement d'en prendre note et de les déclencher ou non. Mais voilà, en tant que tel, en fait, la Constitution prévoit avant tout que le pouvoir de défense reste grosso modo dans les mains du président de la République et le reste est réparti avec le Premier ministre et le ministre des Armées, de la Défense, en fonction du nom qu'il a. Donc ça me permet d'introduire une nouvelle particularité sur le pouvoir du président de la République, qui est donc chef des armées. C'est notamment pour ça, et c'est une tradition finalement, lors de la fête nationale le 14 juillet, le président de la République passe en revue les différents corps d'armée en présence du Premier ministre, du ministre des Armées et des grandes institutions de la République. Mais donc c'est l'initiative du président qui est faite de passer en revue les armées lors du défilé militaire qu'on a l'habitude de pouvoir observer tous les 14 juillet. Ça va toujours pour vous? Est-ce que vous avez bien, est-ce que vous avez bien saisi le rôle, le rôle du président de la République par rapport au pouvoir de défense?
Ou autrement formulé, puisque ça va me permettre de vérifier si vous avez bien compris ce qu'on a vu ensemble, si je vous pose la question, demain, la France veut déclarer la guerre à un pays, que ce soit en termes de défense ou bien d'attaque, qui est-ce qui a la charge de considérer que la guerre est déclenchée? Qui est-ce qui va annoncer la mesure comme quoi la guerre est déclenchée? Normalement, si vous avez bien écouté, vous avez compris la réponse, enfin vous avez la réponse à cette question. J'ai faim. Il est que 16 heures et j'ai déjà faim. Oh, oh là 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 là. Ah, je suis pas rendu. Bon, cette question ne manifeste pas une grande manifestation dans le chat. Bon, je vous donne quand même la réponse, c'est bien de le dire, mais du coup, tel que nous le dit le Conseil constitutionnel, c'est bien le Premier ministre qui va se présenter devant le Parlement pour préciser que la France décide d'entrer en guerre. Voilà. Et donc c'est lui qui envoie les forces armées à l'étranger. C'était un petit piège. Oui, alors ça j'avais gardé ça. Ah oui, ça ce sera la conclusion. Hop, voilà. Donc maintenant qu'on a vu dans la théorie euh, quelles sont, euh, quelles sont les fonctions, les méthodes d'élection et le fonctionnement de l'institution qu'est la présidence de la République, on va voir un petit peu comment on passe de la réalité au fait avec une actualité qui marque l'agenda politique de ces dernières semaines et qui va la marquer encore dans les prochaines semaines, qui est cette procédure de destitution qui a été entamée puisque, j'en profite pour le dire, en gros, on a vu la semaine dernière, lors du café normand de la semaine dernière, on a vu le rôle du gouvernement, que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, et que donc si le gouvernement ne prend pas les décisions qui correspondent à ce que veut l'Assemblée nationale, le gouvernement peut être censuré, il peut être renvoyé par cette Assemblée nationale. En revanche, le président de la République, lui, n'est pas censurable par l'Assemblée nationale. Bien au contraire, et on l'a vu, c'est le président de la République qui est finalement au-dessus de l'Assemblée nationale, puisqu'il peut il peut décider de la dissoudre. Donc vous voyez, en fait, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, et finalement, le président de la République peut décider de dissoudre l'Assemblée nationale. Or, un président n'est pas élu pour 5 ans, et c'est fini, on n'en parle plus. Il y a une procédure dans la Constitution qui prévoit que selon des conditions particulières, on peut destituer un président de la République, ce qui met automatiquement fin à son mandat et précipite l'organisation de nouvelles élections. Et là, il se trouve que l'actualité a été marquée par le dépôt d'une procédure de constitution par les députés du groupe de la France Insoumise pour destituer Emmanuel Macron. Et donc, en quoi cela consiste, comment cela s'organise et est-ce que ça a une chance d'être adopté? C'est ce qu'on va voir avec cet article du Monde. Donc, les insoumis souhaitent tout simplement démettre Emmanuel Macron de ses fonctions pour qu'on change de président de la République et qu'on organise de nouvelles élections. En réaction à l'annonce d'Emmanuel Macron, qui a écarté lundi 26 août l'option d'un Premier ministre issu du Nouveau Front Populaire, NFP, la France insoumise a annoncé qu'elle présenterait une motion de destitution à l'encontre du chef de l'État. Déjà, dans une tribune publiée par La Tribune, justement,
enfin la tribune dimanche, voilà, le 18 août, les leaders insoumis, Jean-Luc Mélenchon, Mathilde Panot et Manuel Bompard, avaient exposé leurs intentions de tenter de mettre fin au mandat de M. Macron de manière anticipée. En quoi consiste cette procédure et quelles sont les chances d'aboutir? Tout d'abord, que dit le texte? On va revenir d'abord un petit peu sur de la théorie et voir un petit peu ce que prévoit la Constitution. Le mécanisme découle de la réforme constitutionnelle de 2007 et est applicable depuis une loi organique de 2014. Vous voyez que ça, la destitution, c'est quelque chose de très nouveau. Et ça, je l'apprends avec vous, puisque en soi, je pensais que c'était quelque chose qui était prévu dans la Constitution au moins depuis 62. Mais finalement, c'est assez récent. L'article 68 de la Constitution organise la cessation anticipée du mandat du président, je cite, en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Avant la réforme, le motif requis était une haute trahison. C'est ça, oui, voilà. La destitution existait avant, mais c'était selon le motif de haute trahison. C'est vrai, oui. Cette formulation, qui reste très floue, a été conçue pour des actes très graves, comme un refus de promulguer les lois, expliquait en 2011 le député Philippe Houillon, rapporteur du projet de loi organique. Mais avant d'en arriver à la destitution, il faut suivre une procédure longue et délicate. Vous allez voir que c'est pas joué d'avance. Quelles sont les étapes à suivre? Les parlementaires, c'est-à-dire les sénateurs ou députés, et ou députés d'ailleurs, puisque les deux sont mêlés, désireux d'utiliser cette procédure, doivent d'abord rédiger une proposition de résolution motivée justifiant des motifs susceptibles de caractériser un manquement au sens du premier alinéa de l'article 68 de la Constitution. Pour reformuler ce qui est dit, puisque là on est sur du langage assez technique, l'idée c'est de dire que en gros, si jamais on veut démettre un président de la République de ses fonctions, c'est aux députés ou sénateurs qui déposent cette résolution d'écrire en quoi, selon eux, c'est considéré comme un manquement au sens de l'article 68 de la Constitution. Ils doivent prendre un papier et dire, eh ben nous on considère que telle décision n'est pas en accord avec le premier article, la première alinéa de l'article 68 de la Constitution, parce que donner un exposé politique et terminer en disant voilà, pour ces raisons, nous souhaitons destituer le président de la République, démettre le président de la République de son mandat de président. Voilà. Ils doivent ensuite réunir les signatures d'au moins un dixième des membres de leur assemblée, soit 58 députés ou 35 sénateurs pour enclencher la procédure. Et oui, parce que si on est tout seul, la Constitution interdit de présenter ça lorsque l'on est tout seul. Donc il faut réunir un minimum de députés ou de sénateurs pour enclencher la procédure. Un dixième, 10% des députés ou des sénateurs doivent signer cette résolution. Donc voilà, c'est pourquoi on en demande 58 députés ou 35 sénateurs. Le groupe LFI, donc la France Insoumise, qui dispose de 72 députés au Palais Bourbon, pourrait donc remplir cette première condition. Et c'est pourquoi une résolution a été déposée. Parce que, vous voyez qu'ils sont... ah oui, d'accord, on a même les noms de tout le monde. Si on prend l'hémicycle de l'Assemblée nationale, le groupe de la France Insoumise, qui est donc ici, je précise pour les personnes ayant du mal à voir, couleur adaptée aux daltoniens, bah alors moi je fais plus de différence ici. Pour moi ils sont tous de la même couleur. Ah oui, alors moi, GDR, LFI et écologistes, ils sont de la même couleur hein, au niveau de ma daltonie. Par contre là, les couleurs, je les vois bien mieux que comme ça. Mais bon, ça c'est à chacun son daltonisme, j'ai envie de dire. Donc, LFI, ils ont 72 députés, c'est supérieur à 58, donc ils ont les signatures nécessaires. Mais la seconde étape est plus délicate. Le bureau de l'Assemblée concernée vérifie que la proposition de résolution est recevable.
En 2016, la tentative des députés Les Républicains de mettre fin au mandat de François Hollande n'avait pas réussi à passer ce filtre. Dans les deux assemblées, qu'elles soient nationales ou Sénat, il y a un bureau composé de différents députés, avec chacun des missions. Ils se réunissent et ce sont eux qui disent, qui attestent, ils reçoivent le papier signé par au moins 58 députés, et puis c'est eux qui vont voter pour savoir si ce document est considéré comme recevable et donc puisse être inscrit à l'ordre du jour des discussions parlementaires. Le bureau, il y en a un à l'Assemblée nationale et un au Sénat, avec chacun un certain nombre de membres, et donc en fait ils votent tout simplement pour prendre leur décision. Est-ce que oui, ils sont d'accord, est-ce qu'ils ne sont pas d'accord, ou est-ce qu'ils s'abstiennent? Voilà. Sachant que dans ces deux bureaux-là, le président du bureau, qui est le président de l'assemblée concernée, a une voix prédominante, c'est-à-dire que s'il y a une égalité parfaite des voix, c'est la décision du président de l'assemblée qui fait foi. Donc mettons, il y a 9 personnes qui sont pour, 9 personnes qui sont contre. C'est au président du bureau de dire s'il veut, s'il déclare recevable ou non ce document. Et ça, comme pour toute décision du bureau d'ailleurs. Même si celui-ci est majoritairement aux mains du NFP, les autres mouvements de la coalition, notamment les socialistes, se sont pour l'instant tenus à l'écart de cette proposition de destitution. Sachant que ça a un petit peu changé entre-temps, hein, l'actualité fait son chemin, les socialistes ont annoncé en début de semaine qu'ils n'entraveraient pas le chemin de cette procédure de destitution. Et que donc les socialistes au bureau de l'Assemblée voteraient pour qu'elle soit considérée comme recevable. Il me semble qu'à l'Assemblée nationale, il y a 20 sièges et que le NFP, la coalition du Nouveau Front Populaire, qui représente les 4 partis de gauche, a recueilli 12 sièges sur les 20 et donc est en position de majorité. Donc, si jamais le bureau décide que cette résolution de destitution est recevable, on passe à l'étape suivante. Ensuite, c'est à la commission des lois de se prononcer, qui est donc une des commissions de l'Assemblée nationale, dans laquelle siègent un certain nombre de députés qui sont considérés comme commissaires, et qui parmi eux ont un président, eux aussi, et qui donc préparent les projets de loi là-dessus, pour la commission des lois, sur tous les articles qui sont considérés comme changeant la loi, ou ayant un trait à être observé vis-à-vis de la loi. C'est donc pour ça que du coup, dans le cadre d'une destitution, c'est la commission des lois qui est sollicitée. Si elle valide la proposition, donc il y a un vote, si jamais une majorité de députés, de commissaires des lois valide cette proposition, l'Assemblée concernée doit l'adopter à la majorité des 2/3 dans un délai de 15 jours. Donc, si jamais la commission des lois approuve cette motion de destitution, cette procédure de destitution, on passe ensuite de la commission à la séance plénière, où là, donc 2/3 des députés doivent voter pour la destitution. Ce qui est quand même une majorité plus grande que la majorité absolue des voix. On parle de 66% des députés. L'Assemblée compte 577. Si on multiplie par 0,67, ça veut dire que à l'Assemblée nationale, pour que cette proposition soit approuvée, il faut que cette proposition de destitution recueille en séance publique plus de 386,59 voix, c'est-à-dire 387 voix. Les 2/3, 66% de l'Assemblée nationale. Un seuil que ni LFI, ni même l'ensemble des partis du NFP n'atteignent à eux seuls. Mais si jamais les planètes s'alignaient et que, par hasard, cette proposition était votée par l'Assemblée nationale. C'est pas fini puisque le chemin continue. Le parcours de la résolution serait transmise à l'autre chambre dans le cadre de ce qu'on appelle la navette parlementaire, qui doit suivre les mêmes étapes encore une fois. On va en commission des lois qui vote, et ensuite vote de la séance plénière, cette fois du Sénat, qui doit voter selon les 2/3
pour la destitution. Donc c'est-à-dire que si à n'importe quelle étape, vous voyez, parce qu'il y en a des étapes, si jamais il y a un non dans une de ces étapes, finito. Voilà, c'est classé, on n'en parle plus, voilà. Donc, là, tiens, on va le faire pour les sénateurs. 348 sénateurs fois 0, non, 0,67. Donc, ça voudrait dire qu'il y ait 234 sénateurs sur 348 qui votent la destitution. Ce qui, pareil, encore une fois, n'est absolument pas atteignable en l'état. J'en étais où? J'ai perdu ma ligne avec mon problème. Donc consultation de la commission des lois de l'autre chambre et vote sous 15 jours. Dans le cas présent, c'est quasi impossible car la gauche est largement minoritaire au Sénat et LFI n'y dispose d'aucun élu. Selon la procédure issue de l'article 68, si jamais les deux assemblées adoptent la résolution, donc là on part dans un monde, on repart un petit peu dans la théorie, puisque en l'état actuel des choses, ça n'a aucune chance d'arriver, mais sait-on jamais, hein, si jamais un jour ça se produisait. Si les deux assemblées adoptent la résolution, il faut ensuite réunir le Parlement constitué en haute cour, c'est-à-dire l'ensemble des députés et sénateurs. Donc on va prendre l'Assemblée nationale, on va prendre les sénateurs, on va les réunir en une grande chambre constituée en haute cour. Ah non, 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 pardon, c'est pas on prend tout le monde, c'est pas un congrès. Là, c'est 11 députés et 11 sénateurs sont désignés par les bureaux de leur assemblée pour former le bureau de la haute cour et organiser les travaux de celle-ci. Ah si, on réunit bien l'ensemble des parlementaires, donc les 577 députés plus les 348 sénateurs, je crois que ça fait 925 de tête, ouais, c'est ça. Donc on forme une haute cour avec 925 parlementaires. Et donc au sein de cette haute cour, il y a évidemment un bureau qui est nommé avec 11 députés et 11 sénateurs pour organiser les travaux. C'est pas fini, hein? C'est là où la Constitution, elle continue de broder. C'est que une commission composée de 6 vice-présidents de l'Assemblée nationale et de 6 vice-présidents du Sénat recueille toute information nécessaire à l'instruction de la demande de destitution, avec les pouvoirs d'une commission d'enquête et la possibilité d'entendre le chef de l'État. Donc là, en fait, les 6 vice-présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat se constituent en commission d'enquête et donc ont le droit d'auditionner des acteurs du monde politique pour préparer un rapport. Et donc ont notamment le droit d'entendre le chef de l'État. Il faut savoir que normalement le chef de l'État a interdiction de se présenter à l'Assemblée nationale et au Sénat en vertu du principe de séparation des pouvoirs. Mais là, dans le cadre de la commission d'enquête et de la haute cour, qui siégerait donc dans un lieu différent, là, la haute cour a le droit d'appeler le président de la République pour témoigner devant cette commission. Donc cette commission se réunit, fait son travail, enquête et entend les personnes qu'elle souhaite entendre, puis ensuite elle remet son rapport dans les 15 jours aux parlementaires constitués en haute cour, donc aux 925 députés et sénateurs. À l'issue des débats, qui sont publics, car il y a un temps de débat, la haute cour peut prononcer la destitution du chef de l'État, mais là encore, il faut un vote à la majorité des 2 tiers, toujours, on en est là, soit 617 parlementaires sur 925. Cela nécessite donc un large consensus partisan, condition qui est loin d'être réunie à l'heure actuelle. Vous voyez que 617 parlementaires, c'est plus que l'Assemblée nationale en entier, puisque du coup on compte l'Assemblée nationale et le Sénat votant aux 2 tiers. Et donc rien que pour ça, pour toutes ces étapes, qui je vous le rappelle, en gros c'est vraiment, vous savez, comme dans les arbres de décision, où si c'est oui, tu passes à l'étape suivante, si c'est oui, tu passes à l'étape suivante, si c'est oui, tu passes à l'étape suivante, mais que si jamais c'est un non, hop, retour à la case départ, et on recommence. C'est un peu comme un jeu de loi finalement. Sauf que là, du coup, tiens, bah, on va compter les étapes. Alors, alors, nanana.
Donc on compte la déposition de la résolution par les 72 députés enfin par les 58 députés ou les 35 sénateurs, le vote du bureau pour savoir si c'est recevable ou non, le vote de la commission des lois de la première chambre, le vote de la première chambre à majorité des 2 tiers, voilà. Navette parlementaire, vote de la commission des lois de la seconde chambre, vote de la seconde chambre en, à la majorité des 2 tiers. Voilà. Attendez que je perde pas le fil. Nanana, ouais. Parlement, nanana, commission, nanana, possibilité d'entendre. Donc, 6e étape. Et bah, 7e étape, le vote. Donc, il y a 7 étapes. Et que si jamais à l'une de ces 7 étapes, il y a un seul non, eh ben, c'est finito. Voilà pourquoi la procédure de destitution du président de la République, c'est ce que dit l'article du Monde, doit réunir un consensus transpartisan, puisque là, clairement, ça nécessite à la fois de faire avec une grande majorité des partis de l'Assemblée nationale, mais aussi avec ceux du Sénat, puisque eux aussi sont amenés à voter et sont partie prenante de plusieurs des étapes. Donc, ça nécessite en fait de travailler avec l'ensemble des partis de la République représentés nationalement, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat. À l'Assemblée nationale, actuellement, il y a 11 groupes, si je me souviens bien, et au Sénat, il y en a 6 ou 7. Donc, ça voudrait dire à minima se mettre d'accord avec une grande majorité des groupes pour justement avoir cette majorité des 2 tiers. Et encore une fois, c'est pas la majorité de 2 tiers qui sont présents au moment du vote, puisque si jamais il y a des absents lors des votes à l'Assemblée, c'est vraiment à la majorité relative. Là, c'est à la majorité qualifiée des 2 tiers. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 617, lorsque c'est en haute cour, il faut qu'il y ait 617 euh, parlementaires qui appuient sur le bouton pour que ce soit considéré comme approuvé, peu importe le nombre de personnes présentes. Donc c'est donc pour ça que comment dire, j'ai plus les mots, que cette procédure a très peu de chances d'approuver. Elle est critiquée, certains disent que vu que ça sert à rien de la tenter, puisque justement, comme le président ne sera pas démis de ses fonctions, ça va au contraire servir à le renforcer. D'autres disent que ça permet de manifester que le Parlement est toujours là et qu'en fait, dans une majorité qui n'est plus acquise, il ne faut pas essayer de faire contre l'avis du Parlement au risque de s'en mordre les doigts. Voilà un petit peu donc pour cet enjeu de destitution. Et voilà un petit peu ce qui m'a amené à parler dans le cadre du Café Normand du rôle du président de la République et donc quels sont ses pouvoirs et qu'est-ce que lui peut risquer. Donc vous voyez que il est globalement assez tranquille par rapport au gouvernement qui peut être censuré au petit bonheur la chance à partir du moment où l'Assemblée nationale désavoue le gouvernement. Donc être élu président de la République, c'est avoir certains pouvoirs, mais c'est aussi avoir une sorte de sécurité vis-à-vis des institutions, et notamment d'ailleurs l'ascendant sur l'Assemblée nationale, puisque le président peut dissoudre l'Assemblée nationale et donc appeler de nouveau aux élections. Voilà un petit peu pour cette pour ce café normand, si je puis dire, sur le rôle du président de la République, sur ce qu'on a vu et donc notamment sur ce qui marque l'actualité avec la procédure de destitution qui du coup n'a aucune chance d'être aboutie, qui alors elle a réussi à être déposée au bureau de l'Assemblée, puisque LFI a réussi à réunir le nombre de votants suffisant. Il y a de grandes chances qu'elle arrive à passer l'étape du bureau de l'Assemblée nationale.
En revanche, je suis pas sûr qu'elle réunisse un consensus derrière elle à l'étape de la commission des lois de l'Assemblée nationale, et donc il y a de fortes chances qu'elle n'arrive même pas en séance publique de l'Assemblée nationale. Voilà un petit peu. Vous savez quoi, je vais faire une petite pause pour boire, et puis on va passer à la conclusion de ce stream. Est-ce que vous êtes toujours là? Est-ce que vous êtes toujours chaud? J'ai envie de vous voir communiquer dans le chat si vous le pouvez pour voir un petit peu ce que vous avez retenu de toute cette zut, j'en perds mes mots de cette démonstration sur le rôle du président de la République. Hop, pendant ce temps, hop, j'en profite pour vérifier deux, trois trucs. Hop. Oh, pardon, j'ai un petit coup de barre. Oula. Pour Eba, je suis triste parce qu'il n'y a pas il y a pas de commentaire, donc je sais pas si ce que je fais est bien ou pas. Voilà, je ne suis pas en mesure de me situer. Je ne sais pas si ce que je fais vous plaît. Voilà, je suis en proie au doute, à l'incertitude. Rien ne va plus, plus rien ne va. Faites vos jeux. J'essaye de me tenir à carreau, c'est quelque chose que j'ai à cœur. Bon, je voulais faire une blague, mais elle a capoté en plein milieu. Bref, c'est, ça fait, c'est pas grave. Bien, eh ben, vous savez quoi? On va passer à la conclusion de ce stream. Tout simplement, on va faire un petit résumé avec une petite fiche thématique du site viepublique.fr qui va nous redonner les grandes lignes du rôle de la fonction du président de la République dans les institutions, ce qui permettra voilà, de synthétiser tout ce qu'on a vu ensemble. Donc en gros, pour aller à l'essentiel, le président de la République est à la fois chef de l'État, chef de l'armée et chef de l'exécutif. On l'a vu notamment par rapport au pouvoir que lui confère la Constitution. Le président de la République veille au respect de la Constitution, garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités conclus par la France. Il est le seul à détenir le pouvoir de déclencher le feu nucléaire. Oui, effectivement, c'est ça, on l'a pas abordé, mais ça découle du pouvoir de gestion des armées. C'est que le président de la République peut déclencher ce qui s'appelle le feu nucléaire. Donc c'est l'arme nucléaire. En gros, c'est appuyer sur le bouton de la valise nucléaire pour lancer tous les missiles. Voilà. Il nomme le Premier ministre et le rôle du président de la République a été renforcé par l'instauration de son élection au suffrage universel en 1962, avec la fameuse réforme constitutionnelle qu'on a vue. D'ailleurs, oui, c'est vrai, cet article le dit, avant 1962, les pouvoirs du président de la République étaient un peu plus faibles que ça. C'est la révision constitutionnelle de 1962 qui donne au président de la République plus de pouvoir encore qu'il n'en avait précédemment. Donc deux éléments. Euh, Bonjour Damanos, et bah bienvenue sur ce stream, sur ce café normand, où on fait de la pédagogie politique sur des éléments bien thématiques, avec un petit focus sur l'actualité. J'espère que tu vas bien, que tu passes une bonne journée. Euh, voilà. Et que tout va bien pour toi, hein, c'est tout ce que je peux, tout ce que je peux
te souhaiter. J'espère que tu passes un bon moment. Concrètement, on est dans le café normand et donc aujourd'hui, on était en train de voir le président de la République française, son rôle, sa fonction, son élection et peut-être sa destitution. Voilà. Donc on a vu ensemble un petit peu tout ce dont il était et j'étais en train de faire justement ma conclusion pour rappeler les grandes étapes. Donc finalement, tu tombes très bien, comme ça va pouvoir te faire un résumé de tout ce que j'ai abordé pendant ce stream avec le public. Et ça te fera voilà à la fois un résumé et en même temps une conclusion de ce stream. Donc, le président de la République, il occupe un rôle central et de garant des institutions de la Ve République. Ça tombe bien, j'ai mon café. Et ben moi j'avais le mien justement, voilà, c'est aussi pour ça que j'appelle ce format le café normand. Voilà, il est fini depuis, hein, puisque forcément, ayant lancé mon stream à 15h, s'il restait du café, il serait froid, et le café froid, c'est boche. Mais, mais voilà, c'est l'objectif. On sirote notre café et on parle un petit peu de théorie et d'application de théorie politique, surtout en faisant beaucoup de pédagogie, en définissant tous les termes possibles et inimaginables. Donc du coup, comme t'étais pas là en début de live, il y a beaucoup de termes que j'ai déjà définis. Donc si jamais je passe sur des termes sur lesquels il faut que j'éclaircisse des points, que je donne une définition, surtout, tu n'hésites pas dans le chat, hein, voilà, à me poser des questions, à faire des commentaires, des remarques, voilà, pour que tu aies bien toutes les réponses à tes questions sur justement ce qu'on est en train de voir sur le président de la République. Donc, selon l'article 5 de la Constitution, le président de la République incarne l'autorité de l'État. Il veille par son arbitrage au respect de la Constitution. Il assure le fonctionnement normal des pouvoirs publics et la continuité de l'État. Vis-à-vis de l'extérieur, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités conclus par la France. Le président de la République française est d'abord et surtout celui qui, élu sur un programme ou sur de grandes orientations, va impulser une politique si les électeurs lui donnent une majorité parlementaire aux élections législatives. Et oui, ça dépend. Et j'ai envie de dire, tout récemment, ça a bien changé, hein, puisqu'avant, le président de la République avait une concordance législative. Or là, elle est de moins en moins vraie et on se dirige de plus en plus vers une cohabitation gouvernementale avec le président de la République. Ce rôle central dans les institutions de la Ve République s'est retrouvé renforcé en deux étapes. D'abord l'élection du président au suffrage universel direct, réforme adoptée par référendum en 1962, puisqu'auparavant il n'était pas élu directement par les citoyens, mais par un collège électoral lui-même élu par les citoyens, donc c'était un suffrage universel indirect, on ne votait pas directement pour le président de la République, donc premièrement. Et deuxièmement, l'instauration du quinquennat en 2000, puisqu'avant, le président de la République faisait des mandats de 7 ans, ce qu'on appelle un septennat, et donc les élections présidentielles et législatives étaient décalées. Et c'est ce pourquoi j'en parle, accompagné de l'inversion du calendrier électoral, l'élection présidentielle précédant depuis lors les législatives. Depuis la réforme constitutionnelle de 2000, on élit d'abord le président de la République et le score permet de lui donner, via ce qu'on appelle le fait majoritaire, souvent une majorité à l'Assemblée nationale dans les élections qui suivent, peu de temps après, en général 2 mois après à peu près. Même si, encore une fois, grâce à Emmanuel Macron, c'est finalement de moins en moins vrai et de moins en moins vérifiable. Mais avant, voilà, l'élection du président servait à donner une tribune à tout un programme politique qui était validé lors des élections législatives qui permettaient de donner un gouvernement au président qui soit de la même couleur politique. Alors qu'auparavant, lors du septennat, bien souvent, lorsqu'on était en septennat, les élections nationales
législatives, voilà, comme elles avaient toujours lieu tous les 5 ans, hein, depuis 1958, les députés sont élus pour 5 ans, et bien du coup il y avait toujours une période où le président risquait de se retrouver en cohabitation. Et d'ailleurs, des cohabitations, il y en a eu plusieurs dans l'histoire de la République. Rebazar des faits, je sais pas si tu étais toujours en live ou si tu as lâché le live pendant un moment. En tout cas, je suis content de te revoir dans les commentaires. Donc du coup, là maintenant, la cohabitation était de moins en moins vraie à partir de 2000, puisque les élections se suivaient pour les présidentielles et les législatives. Or, encore une fois, avec les élections récentes, c'est de moins en moins le cas. Donc vous voyez que le rôle du président de la Ve République et ses fonctions ont quand même pas mal changé depuis l'adoption de la Ve République en 1958. Par ailleurs, depuis 2008, le président de la République ne peut plus faire que 2 mandats d'affilée et n'a pas le droit de se représenter pour un troisième mandat, peu importe les circonstances. Je le répète, c'est encore une fois le cas d'Emmanuel Macron, actuellement président de la République, qui est actuellement dans son deuxième mandat. À la fin de son mandat, que ce soit en 2027 comme avant 2027, il ne pourra pas, constitutionnellement parlant, se présenter de nouveau à l'élection présidentielle de 2027. La Constitution l'interdit de se présenter sous quelconque forme que ce soit. En revanche, il pourra revenir en 2032 ou à l'élection présidentielle suivante s'il souhaite de nouveau être élu président de la République. Ça, il a le droit. Euh, voilà. Doté de pouvoirs importants par la Constitution, c'est pour ça que bien souvent on entend parler de monarchie présidentielle, le président est garant du destin de la France et de celui de la République, chargé par conséquent des graves devoirs et disposant de droits étendus. Ah pardon, c'était Charles de Gaulle. Excusez-moi, je vais vous le faire. Le président est garant du destin de la France et de celui de la République, chargé par conséquent de graves devoirs et disposant de droits étendus. Encore une fois, n'hésitez pas à noter mon imitation de Charles de Gaulle lors de sa conférence de presse du 31 janvier 1964. Ce rôle central est néanmoins amoindri en période de cohabitation. Un solide 7 sur 10. Ah, c'est gentil. Ah, bah, c'est sympa. Merci, merci Bazar des Faits, voilà. Mais en même temps, c'est ce que je disais quand je l'ai imité tout à l'heure. C'est pas le plus difficile à imiter finalement en termes de d'imitation politique. Voilà, c'est- on identifie assez facilement les traits vocaux qui permettent de l'imiter assez facilement. Mais voilà, ça me fait rire d'imiter Charles de Gaulle, qui avait une façon bien à lui finalement de faire de la communication politique. Deuxième élément des pouvoirs du président de la République. Voilà, excusez-moi, j'ai une petite absence là. L'armée et la diplomatie, ce qu'on appelle le domaine réservé. Encore une fois, c'est une citation, il me semble. Alors, je crois pas qu'elle soit de Gaulle, je me demande si elle n'est pas de Pompidou ou de Giscard. Ça mérite une petite recherche. Vous savez quoi? J'ai besoin d'avoir la réponse à mes questions. Domaine hop, réservé. Président. Citation. Hop. Ah, pas du tout. Eh ben, je me suis planté. C'est une expression qui a été inventée par Jacques Chaban-Delmas en 1959. Si je ne m'abuse, à l'époque, il était Premier ministre. Voilà. Ah bah donc oui, Premier ministre de Gaulle, en fait. Voilà, donc c'est lui qui a conceptualisé le domaine réservé du président de la République. De manière plus précise, la Constitution fait du président de la République le chef des armées. Imitation de Jacques Chaban-Delmas, sinon conséquence. Alors, en fait, le cœur y est pour imiter Jacques Chaban-Delmas, mais le truc c'est que
j'arrive absolument pas à savoir quelle est sa voix et quels sont ses traits de communication. Donc en fait, je ne pourrais pas imiter Jacques Chaban-Delmas. Donc écoute, je, j'accepte les conséquences de ce manque d'informations politiques et je décide de me retirer de la vie politique. Au revoir. Bah, go écouter Chaban-Delmas, tu verras. Je sais pas si j'ai le droit parce qu'en plus, comme on est en stream, ou alors je vous le diffuse pas, je regarde moi un truc de mon côté. Ouais, mais c'est pas très sexy en termes de stream. Bah, je ferai ça moi en off. J'écouterai Chaban-Delmas, voilà. J'ai débloqué un conséquence. Regarde. Bah, justement, j'avais vu la vidéo de Blast sur Chaban-Delmas, mais c'était il y a longtemps. J'étais un enfant, voilà. Mais voilà, eh ben écoute, j'accepte ma conséquence. J'irai revoir la vidéo de Blast sur Chaban-Delmas. Comme ça, j'aurai quelques bribes d'informations sur comment imiter Chaban-Delmas. Ça va être drôle pendant un stream random. Je vais d'un coup imiter Chaban-Delmas. Les personnes qui n'étaient pas là pendant ce stream se diront, mais pourquoi? Alors d'abord, qui l'imite? Pourquoi il l'imite? Et pourquoi maintenant? Mais bref, c'est moi ça me fait rire. Alors, j'en étais où? Ce qui a conduit en pratique à lui conférer un rôle prédominant concernant toutes les questions de défense. Le développement par la France d'une force de dissuasion nucléaire n'a fait qu'accroître cette tendance, le chef de l'État étant le seul détenteur du feu nucléaire. C'est le seul qui peut appuyer sur le bouton qui fait tout péter. La Constitution et la pratique institutionnelle lui reconnaissent aussi un rôle éminent en manière de diplomatie. Alors je commençais à lire éminemment, j'allais dire éminemment politique, toi-même tu sais. Donc un rôle éminent en matière de diplomatie. On parle de domaines réservés. Le président de la République négocie et ratifie les traités. Il accrédite j'arrive plus. Il accrédite les ambassadeurs français à l'étranger et les ambassadeurs étrangers en France sont accrédités auprès de lui. Ah ouais! Ah ça je ne le savais pas par contre, que du coup les ambassadeurs de l'étranger venus en France doivent être accrédités par le président de la République. Ah effectivement! Ah oui, c'est pas rien effectivement comme pouvoir. Hmm. Il conduit la délégation. C'est-à-dire qu'il peut les choisir aussi. Eh ben oui, effectivement. En fait, il choisit quels ambassadeurs français il envoie dans les autres pays, dans les ambassades de France dans les autres pays. Mais ça veut dire que concrètement, il a le droit de, entre guillemets, choisir quel ambassadeur il veut des pays de l'étranger pour venir en France. Donc concrètement, la tête d'un ambassadeur, je sais pas moi, de l'Italie lui revient pas, il a le droit de dire bah t'es gentil, tu prends tes clics et tes claques, tu retournes en Italie, puis tu m'envoies quelqu'un d'autre. Donc techniquement, il choisit pas l'ambassadeur, l'ambassadeur, il il ne fait que ratifier la décision, puisqu'en tant que tel, c'est le pays cible qui choisit son ambassadeur, mais en fait, en le refusant, techniquement, ça revient à dire qu'il a le droit de choisir son ambassadeur. Ouais, c'est fou ça. Il peut choisir son cousin canadien, par exemple, si le Canada est OK avec ça. Bah ouais, parce qu'en fait, mettons Justin Trudeau, qui est Premier ministre du Canada, il envoie un ambassadeur du Canada en France auprès d'Emmanuel Macron. Bah si Emmanuel Macron dit non, ta tête me revient pas, bah en fait, bah il repart au Canada, quoi. Donc, soit Justin Trudeau le renvoie avec un autre mandat, des autres missions, et peut-être que ça passera, soit en fait, et bah du coup, il est obligé d'envoyer quelqu'un d'autre jusqu'à ce que ça plaise au président de la République. Donc en fait, le président de la République fait... oh, oh, cette private joke, ambassadeur de Nazarick. Bien joué. Oh d'ailleurs, il faudra qu'on en parle à la fin de ce stream. On m'a soufflé une idée et je vais en parler avec vous pour voir si elle serait intéressante. Je me note ça dans mon escarcelle. Là, on a un sujet à voir là-dessus. Donc très intéressant. Vous voyez, même moi, et c'est ce que je dis hein, toujours, mon but c'est d'apprendre et d'apprendre avec vous.
Et là, pour le coup, encore une fois, j'apprends des choses avec vous. Et c'est formidable. Et c'est pour moi tout le sel de ces streams. Et notamment de ce format, le café normand, entre autres. Gna, 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 gna. Il conduit la délégation française dans toutes les rencontres internationales ou européennes d'importance. Et oui, effectivement aussi. Donc, vous voyez, niveau diplomatie, il se place bien. Ainsi, même en période de cohabitation, le président conserve une prédominance en la matière. Lors des cohabitations, la France a été systématiquement représentée par les deux têtes de l'exécutif. Donc en gros, en période de... merde, j'ai oublié le nom, le mot, on l'avait vu tout à l'heure. Nanana. Concordance. En période de concordance, voilà. Bien souvent, c'est le chef de l'État qui part tout seul, qui représente la France tout seul. Sauf si des fois, il veut prendre son ministre des Affaires étrangères avec lui. Mais c'est pas obligatoire. Lors des cohabitations, à chaque fois, du coup, il y a forcément le Premier ministre qui vient parce qu'il va pas laisser le président tout seul alors qu'il n'est pas de la même couleur politique. Ça se comprend. Dans ces conditions, le choix des ministres de la Défense et des Affaires étrangères revêt une grande importance. Même lors des cohabitations, le chef de l'État a son mot à dire sur les détenteurs des postes ministériels. Et oui, rappelez-vous que le président de la République nomme le Premier ministre et et que le Premier ministre nomme son gouvernement avec approbation du non, je le redis. Le président de la République nomme le Premier ministre et il nomme aussi le gouvernement sur proposition du Premier ministre. Donc là-dessus, ils doivent se mettre d'accord, notamment sur le poste de ministre des Affaires étrangères, puisqu'on parle de diplomatie. Voilà. Eh bien écoutez, cette conclusion était très intéressante parce qu'elle m'a permis d'apprendre des tas de choses supplémentaires, vous voyez, même des choses qu'on a entre guillemets abordées pendant notre phase d'exploration du contenu théorique de, euh, de la Constitution, nous a fait apprendre des choses supplémentaires, notamment sur tout ce qui est lien entre le président de la République et les ambassadeurs, qui pour le coup, ça est une totale découverte pour moi et qui vraiment, je pourrais dire me surprend. Vous l'avez bien vu à ma tête que j'étais, j'étais, oui, effectivement, surpris. Allez, voilà, on dit le terme. Euh, voilà. Et c'est ce qui fait finalement tout le sel des pouvoirs du président de la République. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans une situation avec un président de la République française avec de pouvoirs très importants et que donc parfois certains parlent de monarchie présidentielle. Voilà. Eh ben écoutez, on va terminer ce café normand sur le rôle du président de la République.